Est-ce que vous vous êtes déjà demandé à quoi ressemblerait la France s'il faisait juste 2 degrés de plus en moyenne ? Ce chiffre des 2 degrés, on l'entend tout le temps et depuis longtemps, mais j'ai quand même l'impression qu'il a un peu perdu de son importance, de sa valeur critique. Parce qu'en vrai, c'est difficile d'imaginer que 2 degrés, c'est pas juste le plaisir d'enlever un pull. J'ai rencontré 3 consultants de BL Evolution qui ont créé le projet La France à 2 degrés. C'est une série de 6 histoires courtes qui mêle des ressources scientifiques et de la fiction pour qu'on se projette dans les chamboulements de la vie quotidienne d'une France à plus de degrés. On a travaillé ensemble pour créer une version audio immersive de ces récits et en faire un projet collaboratif. Toutes les voix de l'histoire qui suit sont enregistrées par des employés de BL Evolution. Dites-moi ce que vous en pensez avec un commentaire ou sur les réseaux, partagez ces histoires autour de vous et surtout, bonne écoute. Lundi 7 octobre. Debout, il est 6h du matin. Merci Xena pour le réveil. Bon allez, la journaliste qui vient en immersion ne va pas tarder à arriver. Faut que je m'active. Oh là là, incroyable, il pleut. Quelle bénédiction. 70 jours sans une goutte, j'avais jamais vu ça. Je vais aller voir dans la salle de surveillance ce que m'indiquent les capteurs de mesure. Les pertes de récolte sur les 270 hectares sont lourdes et risquent de s'aggraver. L'état de la parcelle terre où se trouvent les plants de sorgho et d'haricots semble relativement bon. Oula, d'après les appareils de mesure, les châtaigniers de la parcelle fertilité ont bien souffert. Ça m'inquiète pour les autres arbres de cette parcelle. En particulier les arbustes, les haies, les arbres fourragers, les noyers, les autres arbres fruitiers. Ils ont dû bien souffrir. Il faut attendre encore quelques jours avant d'irriguer la parcelle. D'accord Xena, c'est toi qui sais le mieux comment optimiser les ressources en eau. Ah la voilà, la journaliste est arrivée. Bonjour Tino, merci de m'accueillir. Bonjour Zao, enchanté et bienvenue. Venez avec moi, il faut que j'aille voir l'état de la parcelle et j'en profiterai pour rendre visite à ma vachette Titine. Ça marche. Waouh, sympa votre vélo cargo électrique. Vous avez vu ? C'est vraiment pratique pour parcourir les parcelles. D'après le GPS, Titine se trouve près de l'étang. Bon, à sec depuis un moment maintenant. Vous savez, je l'ai recueilli il y a 3 ans où seulement 4 individus de son cheptel ont survécu. C'était notamment à cause d'un déficit alimentaire et hydrique, couplé à la recrudescence de la maladie hémorragique épizootique. Oh ma Titine, tu es bien docile. Tu dis bonjour à Zao ? Mercredi 9 octobre, 6h du matin. Aujourd'hui, le ciel est voilé, il y a une fine pluie. Zao, je te présente Pauline, qui fait partie des adhérents de notre coopérative d'agriculteurs du territoire. Enchantée Pauline. Tino, est-ce que tu peux me raconter l'historique de ta coopérative ? Avec plaisir. Moi, je suis agriculteur depuis 2026. Ça fait quelques années que j'ai repensé mes pratiques agricoles. J'ai abandonné peu à peu la monoculture et les systèmes gourmands en intrants au profit d'une agriculture plus diversifiée. Moi, je suis arrivée avec Evan. On s'est associé avec Tino. Cédric avait déjà rejoint la coopérative. Ah, Cédric. On aime bien l'appeler l'agriculteur d'antan. J'ai été témoin de la lente agonie de sa ferme, ravagée par les sécheresses implacables et les incendies dévastateurs. Il a dû mettre la clé sous la porte, le pauvre. Me rejoindre ici l'a sauvé. Et l'arrivée d'Evan et de toi, Pauline, a insufflé une nouvelle énergie à notre coopérative. Moi, je suis spécialiste en agronomie et en écologie. Et Evan, il excelle dans la gestion des données technologiques agricoles. On gère surtout les 2 hectares de maraîchage. À nous 4, nous combinons savoir et expérience. Ça nous permet de garder du temps pour nous, surtout les week-ends parce qu'on alterne la garde de la coopérative. Bon, cet après-midi, je dois me concentrer sur la préparation du lit de semences pour le lin oléagineux. La parcelle soleil est la plus adéquate car ensoleillée dès le printemps. Merci Xena. Tu vois Zao, toutes nos parcelles sont soigneusement positionnées, stratégiquement pensées pour répondre au mieux aux besoins de nos cultures et aux caprices du climat. La dernière culture de lin sur cette parcelle remonte à 8 ans. C'est un timing parfait pour garantir la résistance aux bioagresseurs. Je rencontre ce soir Cédric et Evan. Avec Pauline, ils ont un régime alimentaire exclusivement basé sur des protéines végétales, la viande locale étant devenue un produit de luxe. Il faut remonter à la dernière crise agricole qui a conduit à des restrictions plus sévères de la part des politiques publiques, rectifiant le tir sur la production et l'importation de la viande. Jeudi 10 octobre. Hier, tu as pu voir la partie dans les champs. Aujourd'hui, la journée est dédiée à l'épicerie. Nous y mettons en vente directe nos produits de saison ainsi que nos plats préparés faits maison. Je suis vraiment super fier de ce concept qui repose sur une relation d'équité avec nos clients qui payent un prix juste pour nos produits qu'on espère faire de la meilleure qualité possible.
Ce complément de revenu est toujours le bienvenu, bien que la majorité de notre rémunération provienne désormais des collectivités territoriales. Ça nous offre une certaine stabilité financière en tant qu'agriculteurs. En retour, nous nous engageons à respecter les quotas alimentaires imposés par notre région, tout en demeurant fidèles aux limites planétaires établies par la Charte des agriculteurs. Lorsqu'il nous reste quelques produits en surplus, nous les mettons en vente à l'épicerie pour valoriser l'ensemble de notre production et ne rien gaspiller. Intéressant ces systèmes. Cette organisation est le fruit d'une collaboration étroite entre les agriculteurs, les citoyens et les décideurs politiques. Cela nous garantit que nous dépassons jamais les capacités de nos terres et de nos ressources en eau pour produire de la nourriture. Malheureusement, à cause des sécheresses à répétition, ça fait 3 années consécutives qu'on n'arrive pas à tenir les quotas. L'étalage à l'épicerie est de plus en plus dégarni. D'accord. D'ailleurs, j'ai vu qu'aujourd'hui, seulement 8 clients sont passés. Il m'a semblé que les 2 derniers étaient mécontents de ne rien trouver. Effectivement, et je les comprends parfaitement. Il fut un temps où nous avions jusqu'à 100 cagettes de fruits et légumes, ainsi qu'une 40aine de plats préparés en stock. Ce soir, Tino et ses associés se réunissent avec quelques autres exploitants voisins pour faire le point sur tous les aspects de production. Des tensions commencent à se faire ressentir au niveau de la région. J'ai revu Loïc, qui est vraiment inquiet pour l'année prochaine. Car selon lui, la tendance actuelle ne va faire que s'aggraver. En même temps, son exploitation ne repose que sur un seul cépage, qu'il n'a pas voulu faire évoluer ou remplacer par une variété plus adaptée. Je suis épuisé par cette réunion. Et comment ça va, Tino ? Je t'avoue que j'ai un peu besoin de penser à autre chose, là. En général, ça m'aide d'observer les étoiles dans ces moments-là. Tu as vu, avec ce ciel dégagé, on distingue parfaitement les constellations et la Voie lactée. Quelle splendeur! Bon, il est déjà minuit, moi je suis fatigué, je vais me coucher. Lundi 14 octobre, 6h30. Aujourd'hui, le ciel est couvert. Les prévisions météorologiques ne laissent entrevoir aucune pluie pour les prochains jours. Oh là là, ce qui est tombé la semaine dernière est très insuffisant. C'était bien en deçà ce qu'on pouvait attendre. Ça va pas suffire à couvrir les besoins en eau des sols. Oh, ça craint! Aujourd'hui, je suis Tino qui doit préparer le contrôle agronomique hebdomadaire pour vérifier le bon étalonnage de tous les capteurs de surveillance. Sur chaque zone de captage sensible, chaque goutte d'eau compte et ne doit pas être utilisée pour rien. Heureusement que nos méthodes de fertilisation et d'irrigation sont au plus près des besoins de nos cultures. De toute façon, les recharges d'eau vont bientôt être à sec s'il ne pleut pas à nouveau. Sinon, je vais devoir refaire une demande au comité régional de l'eau pour plus de réserves d'eau. La 8e cette année. Contrôle des capteurs, ok. Manque de l'eau pour 3 parcelles, ouais, ça j'ai bien vu. Ils enregistrent bien la composition et l'humidité des sols, l'état des cultures, la présence d'insectes ou de ravageurs, la couleur des feuilles. C'est bon, les données sont prêtes à être transmises au système de surveillance de l'Observatoire Climat-Agri de la région. Leur analyse statistique permettra d'éclairer nos décisions agricoles. Je te ferai des recommandations demain suivant les résultats. Merci Xena. Et dire qu'en théorie, en tant qu'agriculteurs, nous avons un droit de regard sur ces données et sur les décisions qui en découlent. Mais on constate que dans 90% des cas où les agriculteurs dérogent aux recommandations, ils voient leur rémunération diminuer, même lorsque leurs rendements ne sont pas affectés. Ça nous rappelle l'importance de demander une agriculture plus transparente et responsabilisante face à l'usage de ces données. Lundi 20 janvier, 6h. Ça fait 3 jours que tombent des pluies torrentielles. Tino est parti faire un tour sur ses parcelles, voir l'étendue des dégâts. Alors Tino, quel est le verdict ? Vraiment, ça va pas du tout. La plupart des parcelles se sont transformées en véritables champs de boue, tandis que d'autres sont tout simplement submergées. Même notre étang, qui d'ordinaire sert de zone tampon, est totalement débordé. Les données de la salle de surveillance ne laissent aucun doute. Si cette pluie incessante persiste, nous courons le risque de connaître plusieurs inondations. Je n'imagine même pas les dégâts dans les coopératives situées directement près du cours d'eau. Toutes nos installations conçues pour favoriser l'infiltration des eaux pluviales sont quasiment saturées. Ah ouais, et les animaux, est-ce que tu as pu voir si Titine et les autres animaux sont en sécurité et ne manquent de rien ? Par chance, les animaux vont bien, heureusement. Mais le vent est si fort, plusieurs arbres sont déracinés, la pluie tombe drue, ça forme des cordes interminables. Le chargement des récoltes pour la région qui était prévu demain est annulé. Le soir, au dîner, Tino, Cédric, Pauline et Loïc discutent de leurs besoins de main-d'œuvre saisonnière pour l'été. Ils pourront accueillir en plus 2 jeunes en service agricole.
Mercredi 22 janvier, 5 heures. Le temps s'est enfin apaisé, mais les séquelles de ces derniers jours sont bel et bien là. Merci Evan et Pauline. Chicorée, miel, orge, cannelle et épeautre, c'est ma boisson préférée, ça me remonte bien le moral. Les informations font état d'inondations catastrophiques dans la région. Ce n'est pas la première fois. Mais depuis les investissements colossaux de ces 10 dernières années pour lutter contre les inondations, vraiment c'est désolant. Tino, t'as vu les panneaux photovoltaïques? Tous arrachés par la tempête? Ah non mais Evan, j'avais pas vu. Vite allons dans la salle de surveillance pour évaluer les dégâts. Toute la journée, ils s'affairent pour remettre en état leurs parcelles. Ça va encore compliquer le passage de la moissonneuse tout ça. Ce soir, Tino, je te sens rempli de tristesse. Ouais. Plusieurs arbres ont été déracinés et 4 poules n'ont pas survécu. Tino, on a les voisins qui nous proposent leur aide. C'est réconfortant de constater cette solidarité dans notre communauté agricole. Tino, demain Cécile, Clay et Ray viendront nous prêter main forte. Nous allons également recevoir une livraison de fourrage pour Titine. Ah, ça me rassure. Vendredi 1er février. Pour continuer notre reportage, ce matin, j'accompagne Tino qui est convoqué à une assemblée d'urgence. De notre côté, les données relatives à nos pertes ont été transmises à l'Observatoire. Et maintenant, il est temps de faire le point. Allons écouter ce que nous dit le président de l'Assemblée d'urgence. Les pertes des productions agricoles de notre région sont alarmantes, atteignant un triste 36%. Les territoires les plus durement touchés sont situés à l'est, le long des cours d'eau, où parfois jusqu'à 100% des parcelles ont été anéanties. À l'échelle de la région, cela signifie que nous allons rencontrer d'énormes difficultés pour atteindre les quotas de production prévus pour cette année. Les comptes sont très serrés et certaines coopératives risquent de manquer d'argent pour faire face à cette énième crise. Alors pour nous aider à faire face à cette situation délicate, la collectivité s'engage à verser une aide correspondant à 10% des pertes par parcelle. L'assurance multirisque climatique, de son côté, couvrira jusqu'à 60% des pertes, le reste étant la franchise, bien entendu, à la charge de l'agriculteur. Dimanche 3 février. Aujourd'hui, il fait plus frais, les températures sont bien redescendues. Tino consacre sa matinée à la coopérative. Allez, objectif, ce matin, remettre en état la devanture. L'après-midi, il s'attelle à la comptabilité de la coopérative. Une tâche qui comprend également l'évaluation des pertes financières engendrées par les récentes intempéries. La situation est difficile, mais il est essentiel de chiffrer précisément les dommages subis. Normalement, avec les aides, ça devrait passer. Mais pour combien de temps ? Là, je dois transférer tous les justificatifs nécessaires à l'assurance et à Marc, notre référent au sein de la collectivité. Cette collaboration est cruciale pour garantir notre capacité à surmonter toutes ces épreuves. Franchement, heureusement qu'il y a cette solidarité et l'effort du collectif. Lundi 28 mars. Wouah, c'est pas croyable. La chaleur commence déjà à taper fort. Avec les températures élevées de cet hiver, la floraison a démarré beaucoup trop tôt. Je croise les doigts pour que ça ne regèle pas d'ici l'été. Quel est le programme du jour ? On doit préparer l'arrivée prochaine de 2 jeunes pour leur service agricole. Mais on ne pourra pas les faire travailler chez Loïc, dans ses vignes, car les inondations du début d'année ont pratiquement tout emporté chez lui. C'est les premières floraisons. Les limaces sont venus leur rendre visite. Comme quoi, les bioagresseurs ne sont pas les seuls à s'adapter aux conditions changeantes. Ça donne quoi, Cédric ? Les tests de filtration donnent des résultats encourageants. Les galeries et la porosité du sol vont permettre une évacuation rapide de l'eau. Et les tests de poche indiquent un taux de matière organique et de carbone stable. Ah, les micro-organismes du sol font leur travail. Cette année, on va peut-être accéder au tant convoité bonus carbone. C'est une prime destinée aux agriculteurs qui séquestrent le plus de carbone par hectare. Lundi 5 juin. Aujourd'hui, je suis avec Evan. Tino est parti nourrir les animaux et sa titine. Azaria et May, les 2 nouvelles arrivantes pour le service agricole, ne vont pas tarder à arriver. La matinée va être riche. Salut, bienvenue. Bonjour. On vous a ramené un petit cadeau pour vous remercier de nous accueillir. Une entrecôte et un prosecco normand ? Ça fait 2 ans que j'ai pas dégusté un tel morceau de viande. Venez, on va vous faire visiter les parcelles. Alors Azaria, comment s'est passée votre première journée ? On a découvert un modèle mixant agroforesterie et permaculture. Franchement, je trouve que tout est bien pensé, optimisé, la consommation d'eau et d'énergie est minimisée.
J'ai découvert que la diversité génétique était récompensée par la collectivité dans cette région. Et on a rencontré Titine, la star de la coopérative. Et d'où venez-vous ? De Normandie, d'une famille d'agriculteurs, mais notre exploitation appartient à la grande distribution. Là-bas, c'est un peu différent. Mes parents sont agriculteurs salariés, ils exécutent les tâches qui leur sont assignées. On n'a vraiment pas le même fonctionnement, ni la même approche de la rentabilité. Lundi 7 juillet. Même pas 7h du mat et... C'est complètement étouffant. J'aurais dû me lever encore plus tôt pour aller voir Titine. Il faudrait mettre des ombrières sur les parcelles agroforestières, soleil, lune et fertilité pour les nouveaux plants. Il faut aussi surveiller l'irrigation goutte à goutte des rangées d'arbres fruitiers et de haies fourragères. J'enregistre quelques pertes des arbres fruitiers, abricots, fraises et prunes. Aïe, ces arbres sont précieux pour nos cultures, mais ils subissent déjà de plus en plus de pertes. On tente d'aller dehors cet après-midi ? Regarde l'herbe, une grosse masse jaune, on dirait de la paille. Je pense qu'il vaut mieux rester à l'intérieur. Oh mais Cédric, tu étais dehors toi ? Ouais, je suis allé déblayer quelques branches, mais c'est intenable. Mon cerveau me joue des tours, j'ai même cru voir un vison d'Europe. Ah oui mon vieux, c'est clairement la chaleur. Hein. Ça fait 20 ans que l'espèce elle a disparu. Mercredi 17 juillet. Cette nuit, Tino n'a pas dormi, nous sommes restés avec lui dans la salle de surveillance. C'est la seule pièce mise sous climatisation pour que les appareils ne s'échauffent pas. Dès qu'on sort, on suffoque. Un pic de chaleur sans précédent est annoncé en fin de semaine avec des pics de température pouvant monter jusqu'à 48 degrés. L'indice de température-humidité des bovins risque de dépasser la barre des 90. Nous sommes en situation d'urgence, il faut prendre toutes les précautions nécessaires. Je n'avais jamais vu ça. Je viens d'avoir Loïc au téléphone. Apparemment, on ne parle même plus d'une canicule habituelle, mais d'une méga canicule. Pauline, Evan et Cédric font la liste de tâches à exécuter dans l'ordre précis donné par Xena pour faire face à cette vague de chaleur dévastatrice. Sinon, ils vont perdre leurs précieux fruits, légumes et céréales, et les quotas ne seront encore une fois pas atteints. Excusez-moi, désolée de vous déranger, mais je vais repartir. Rentrer chez mes parents en Normandie. Je ne supporte vraiment plus la chaleur. Je partirai demain avec le premier train. Samedi 20 juillet. Ça fait 13 jours. On a reçu un peu d'eau ce matin, de la part de Cécile. Quelle générosité, elle a le cœur sur la main. J'en ai donné à Titine, mais elle lutte pour sa survie, ma pauvre Titine. Elle est dans un état vraiment préoccupant. Elle a perdu tout appétit et reste prostrée dans son étable. Nous avons dû la sortir dans la nuit pour éviter tout risque de boiterie, mais la chaleur suffocante continue à peser sur elle. Après le déjeuner, je suis Tino qui retourne auprès de Titine pour essayer de l'aider à manger et à boire. C'est un spectacle déchirant de l'avoir si affaiblie par cette canicule extrême. Les refroidisseurs naturels ne font aucun effet. J'envisage d'installer des climatiseurs dans son étable, même si c'est beaucoup trop cher. Dimanche 21 juillet. Tino, que s'est-il passé ? Titine Titine est morte. Ça s'est produit aux alentours de 2h30, je dirais. Les fortes chaleurs auxquelles nous avons dû faire face ont été trop cruelles pour elle. Et elle n'a pas pu résister à rejoindre ses anciens compagnons. Ma Titine. J'ai une bonne nouvelle, la nouvelle configuration agricole est plus optimisée avec un animal inutile en moins. Ah, tais-toi Xena. Je hais les intelligences artificielles. Lundi 16 novembre. Eh bien, c'est ma dernière journée d'immersion dans la coopérative. Je quitte Tino et ses associés le jour du bilan de la saison. Alors Tino, qu'est-ce que ça donne ce bilan ? Les résultats sont tombés. Nos rendements n'ont jamais été aussi faibles, au sein de la coopérative comme pour toute la région. Aucun producteur n'a atteint ses quotas. Je me sens perdu. Après plus de 10 ans à construire un système alliant solidarité, résilience, diversification et intelligence artificielle, nous en voyons à peine les fruits. Je crains qu'il ne faille à nouveau tout revoir et franchement, je suis pas sûr d'avoir la force.